Là, passons maintenant à la deuxième partie de cette émission. Les régimes d'exclusion gagnent du terrain, on l'a bien compris, donc ils font beaucoup parler d'eux dans les médias, on le disait, sur les réseaux sociaux, mais aussi donc dans l'intimité de nos cuisines. Maintenant, qu'en dit la science? Y a-t-il un bénéfice à bannir le lactose ou le gluten, mais surtout y a-t-il un risque pour la santé à se lancer dans de tels régimes d'exclusion? Dans la deuxième partie donc, de cette émission, nous allons faire le point sur l'état de la science et faire la chasse aux idées reçues. Pour planter le débat, nous sommes allés interroger un médecin généraliste de terrain, le docteur Francis Abramovici. La vague du sans gluten ou du sans lait a-t-elle atteint son cabinet? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vois de plus en plus de patients préoccupés par la consommation de gluten et de lactose dans mon cabinet, en particulier ces derniers temps par le gluten peut-être, qui se sont mis à des régimes d'exclusion complète du gluten et qui, pour certains, me disent avoir maigri et se sentir mieux. À partir du moment où ils se sont mis à ce régime d'exclusion, ils prennent le risque d'avoir une vraie intolérance au gluten, dont on sait qu'elles sont plus fréquentes qu'on ne le pensait, y compris chez la personne âgée, mais qu'en même temps, on ne pourra pas en faire le diagnostic puisqu'ils sont déjà sous régime et que de ce fait, eh bien, ils risquent de continuer le régime pour rien si ça n'était pas nécessaire. J'ai vu venir des patients qui, après avoir vu des ostéopathes dans le coin, peut-être que l'école d'ostéopathie qu'on a dans notre région a véhiculé cette information-là, s'étaient mis à des régimes sans lactose, comme s'il y avait un rapport entre leur douleur musculaire ou articulaire, le travail de l'ostéopathe et de lactose, ce qui me semble une sorte de raccourci bien peu prudent. J'aurais tendance à leur laisser le choix de faire ce qu'ils en veulent et de m'attacher à d'autres choses pour la plupart du temps. Parce que s'ils me disent qu'ils vont mieux, est-ce qu'il est possible que la science n'ait pas prouvé tout dans tous les domaines et qu'un individu s'en trouve mieux? Est-ce qu'ils y vont avec le sentiment qu'après l'amélioration est liée à leur régime? Probablement. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est liée au fait qu'ils prennent en main leur santé eux-mêmes et que du fait de cet effet qu'on appelle placebo, alors ils ont une amélioration. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas l'effet de beaucoup de mes consultations? Alors, je rappelle que donc, vous pouvez réagir sur Twitter au hashtag Serein Live. Alors, Olivier Bernard, justement, une petite réaction peut-être à ce que vient de nous dire le docteur Abramovici. Un point positif, je dirais, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Au moins, ils prennent en charge leur santé. C'est ce que vous retenez, vous aussi, quand vos clients viennent voir dans la pharmacie avec des propos pas forcément cohérents, mais au moins, ils prennent en charge leur santé. Tout à fait. Ça m'a beaucoup rejoint ce qu'il vient de mentionner parce qu'effectivement, je crois que c'est facile de mettre le blâme sur les gens en leur disant « Vous avez écouté les mauvaises personnes, vous avez écouté les mauvaises informations, voilà, vous êtes responsable, vous n'avez rien qu'à pas écouter ça. » Mais je pense que c'est important qu'on regarde peut-être ce que nous, on a fait de pas correct en même temps. Peut-être qu'on n'a pas bien expliqué certaines informations, peut-être qu'on n'a pas bien expliqué notre rôle aussi. Beaucoup de gens vont voir leur médecin puis n'ont pas l'impression que le discours qui leur est présenté les rejoint. Au niveau de la nutrition, entre autres. Donc, je pense qu'on devrait en profiter pour jeter un regard sur les conseils qu'on donne, puis peut-être améliorer non seulement nos connaissances, mais aussi la relation qu'on a avec les patients. C'est ce qu'on va essayer de faire, d'améliorer les connaissances. Donc, on va essayer de donner quelques chiffres au début de cette deuxième partie. Donc, on évalue aujourd'hui qu'environ une personne sur 100 est intolérante au gluten, autrement dit, atteinte de maladie cœliaque. Alors, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est quand même pas une épidémie non plus. C'est vrai que c'est... par ailleurs, il y en a certains qui souffriraient d'une hypersensibilité au gluten. Alors, Jean-Michel Le Cerf, est-ce que déjà, on pourrait essayer d'y voir plus clair avec des définitions et bien expliquer la différence entre l'intolérance et l'hypersensibilité? Oui, alors c'est relativement simple. L'intolérance au gluten est une maladie auto-immune qui a des origines donc en partie génétiques et qui se traduit par une maladie intestinale sévère déclenchée par la présence de gluten, qui n'est pas la cause, mais qui est un facteur déclenchant. La cause, elle est dans l'individu, elle est auto-immune, comme on dit. La cause principale de l'intolérance au gluten, c'est cette maladie cœliaque. On ne sait pas très bien la fréquence, mais effectivement, c'est une personne sur 100 ou sur 200, plus fréquent qu'on l'imaginait il y a quelques années, des formes silencieuses, des formes tardives, et ça nécessite un vrai régime d'exclusion où, tenez-vous bien, on ne peut pas supporter, pour vraiment rester en bonne santé, plus de 50 mg de gluten par jour. 50 mg par jour. Et donc, c'est dire que ce régime doit être sérieux, et qu'il faut par conséquent faire un vrai diagnostic. Il ne faut absolument pas se lancer dans un machin comme ça. Soit on le fait
parce qu'il y en a besoin, il faut le faire parfaitement, soit si il ne faut pas le faire, on ne va pas s'embêter à 50 mg près. C'est une histoire de fou. Sûr. Ça, c'est une première entité. La deuxième entité est très floue, et aujourd'hui, les spécialistes ne la reconnaissent pas encore vraiment. C'est ça, l'hypersensibilité n'a pas de... C'est pas une maladie, c'est pas un symptôme reconnu comme tel? Non, on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui ont peut-être une hypersensibilité au gluten. En tout cas, ils disent avoir des symptômes quand ils mangent certains aliments qui contiennent du gluten. Mais en réalité, on sait que ça peut tout à fait être lié à d'autres composés présents dans l'alimentation, y compris présents dans le blé, par exemple, des molécules qu'on appelle des fructanes ou des molécules comme celle-là, qui vont entraîner un effet indésirable, notamment sur un intestin fragile qu'on appelle le côlon irritable, par exemple. Et donc, quand vous avez la rencontre de ces choses-là, si on vous dit que c'est le gluten, vous dites que c'est le gluten, mais en fait, ce n'est pas forcément ça. Et des études en double aveugle ont été faites, où on dit aux gens, voilà, vous allez supprimer le gluten, mais en fait, on ne supprime pas le gluten, on le maintient, mais on ne leur dit pas, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ils supportent le gluten, mais ils ne supportent pas, dans l'immense majorité des cas, d'autres nutriments qu'on appelle les petits sucres, aujourd'hui à qualifier de FODMAPs. Mais qui ne sont pas forcément non plus la cause. Mais ça veut dire qu'on fait quoi? Parce que là, on a bien compris, quand on est intolérant, voilà, on n'a pas le choix. Mais dans l'hypersensibilité, on fait quoi alors? Dans l'hypersensibilité, il faut d'abord éliminer une vraie maladie cœliaque. Parce qu'on ne va pas s'embêter à faire un régime très strict s'il n'est pas utile. D'autant que la maladie cœliaque est une maladie sérieuse, puisque c'est une cause de tumeurs rares, mais très graves de l'intestin. Donc il faut absolument faire un diagnostic. L'hypersensibilité, on ne sait pas. On ne sait pas, et aujourd'hui, il ne faut surtout pas se lancer là-dedans sans avoir éliminé cette maladie. Et puis ensuite, eh bien, on peut y aller à tâtons. Mais moi, ce que je vois, et je l'ai vu encore la semaine dernière, c'est une personne qui est allée voir un médecin, alors je ne dirai pas son nom et je ne dirai pas ses qualifications, mais bon, c'est assez dramatique. Elle s'est retrouvée avec une liste invraisemblable d'interdits où il n'y avait pas de lait, pas de gluten, pas de sucre. Et que pouvait-elle manger, cette femme? Elle était affamée, en état de misère, et bon voilà, elle va droit à la dénutrition. J'en ai vu une autre quelques jours avant, qui avait supprimé également tous ses produits, qui s'était payé, si je puis dire, un tassement vertébral manifeste. Bon, voilà, donc ça c'est la réalité. Donc bien sûr, il faut écouter les gens, mais nous, en tant que professionnels, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter les gens. On doit dire, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, peut-être que vous avez quelque chose qui pose un problème. On va voir. On va voir si, voilà, on va voir s'il y a une part de vrai. Et puis, s'il n'y a pas une part de vrai, on va expliquer en quoi il pourrait retrouver une meilleure alimentation, une meilleure santé. Alors, si on revient à nos chiffres concernant le lait, cette fois, l'allergie aux protéines du lait concernerait 1 à 3% des enfants, mais elle est rarissime chez l'adulte. Et en fait, elle se déclare, donc on le sait, à peu près le plus souvent avant 3 mois. Et dans la grande majorité des cas, 9 cas sur 10, elle a disparu à l'âge de 8 ans. Et il y a à peu près 6 à 10% donc, de la population française adulte qui est intolérante au lactose pour une quantité supérieure à 12 grammes de lactose, c'est-à-dire en gros un bol de lait à jeun. Donc 90 à 95% restants, il n'y a pas de problème, on peut consommer du lait. Donc là aussi, professeur Le Cerf, on distingue bien l'allergie aux protéines de lait de vache, de l'intolérance au lactose. On fait bien le oui, distinguo. Ça n'a rien à voir. L'allergie est une maladie immunologique qui est liée à une réaction de l'organisme avec des anticorps tout à fait particuliers et qui justifie la suppression totale, transitoire, mais totale, des protéines du lait de vache. Donc du lait de chèvre ou du lait de brebis, il y a toujours une immunité, une allergie croisée. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que la vache, il y a tout le reste. L'intolérance au lactose n'est pas du tout allergique. C'est, j'allais dire, mécanique, enzymatique, en sachant que dans le monde, il y a 40 cas mondiaux d'alactasie, des gens qui n'ont pas du tout de lactase. Alors là, ceux-là, il faut vraiment qu'ils n'en mangent pas du tout. Les autres, c'est un degré variable de déficit, mais qui ne va pas toujours se traduire par une intolérance. Parce que pour qu'il y ait intolérance, il faut qu'il y ait symptômes. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une lactase qui ne marche pas très bien, mais pour autant pas de symptômes. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes déclaré avec une intolérance que vous avez réellement à supprimer
En Voilà, tout cas, ça. certains aliments doivent être maintenus. Donc, pas de décision abrupte, quoi. Gérald Bronner, justement, on voit, bon, il y a des notions précises, comme vient de nous l'expliquer Jean-Michel Le Cerf, d'allergie, d'intolérance, d'hypersensibilité. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont des anti-gluten, des anti-lait, jouent à dessein avec ces notions-là, alimentent la confusion, je dirais? D'abord, elles ne sont pas si précises que ça, comme il a été bien mentionné. Il est précis, et après, c'est vrai voilà, que... il y a tout un spectre où le diagnostic n'est pas aisé à faire, où il est subtil, et il convient quand même de ne pas... Enfin, je ne suis pas médecin moi-même, mais il me semble que les médecins doivent se méfier, à veiller à ne pas enfermer leurs patients dans une croyance qui serait autoréalisatrice en quelque sorte. Même s'il y a l'argument qui a été donné tout à l'heure par le médecin en disant oh, ça n'a pas l'air de leur faire de mal dans certains cas, ils disent qu'ils se sentent mieux, etc. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut les enfermer dans un rapport névrotique à l'alimentation. Et plus grave que cela, ça peut être des parents. Et ces parents peuvent reporter leurs croyances sur les enfants et les nutritionnistes, alors je parle sous votre contrôle, vous diront que dans les milieux hospitaliers, on voit tout de même arriver, dans certains cas, des enfants qui présentent de graves carences en raison des croyances qui étaient portées par leurs parents. Donc c'est un sujet assez sérieux. Et par ailleurs, ce sont des sujets qui sont très techniques. On voit, il y a plein de termes très précis qui nécessitent justement la présence d'un expert. Eh bien, ça c'est une des caractéristiques des croyances contemporaines. C'est-à-dire que si on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les rumeurs, la plupart du temps, avant l'apparition de cette dérégulation du marché, les rumeurs, elles se produisaient par le bouche-à-oreille. Et comme elles pouvaient se diffuser par le bouche-à-oreille, elles étaient assez peu argumentées, puisque tout simplement un cerveau humain peut retenir assez peu de choses dans l'oralité. Donc, vous voyez, c'était voilà, non, un peu plus, en tout cas 7 éléments à court terme. Et donc, évidemment, le caractère scriptural maintenant de la diffusion de ces rumeurs, elles permettent de créer des propositions qui sont beaucoup mieux argumentées, qui sont techniques et qui, évidemment, déboussolent totalement la plupart de nos concitoyens, dont je fais partie, parce que moi, je ne suis pas un médecin, et bien, je suis souvent démuni face à des types d'argumentations qui paraissent, disons, très techniques. Et alors, qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Quand vous êtes dans un état d'incertitude, vous avez d'un côté des médecins qui, certes, sont en plus grand nombre, mais vous ne le savez pas. En tant que patient, vous ne savez pas que ces médecins-là sont en plus grand nombre et qui représentent l'orthodoxie en quelque sorte de la médecine. Et vous avez d'autres types de médecins qui vous disent autre chose. Donc vous suspendez votre jugement la plupart du temps. Et l'esprit est ainsi fait que dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe. Et c'est ce que nous faisons souvent. Dans le doute, je ne sais pas. Donc on est confronté à des gens qui ne croient pas forcément fermement que c'est dangereux pour eux le lait ou le gluten, mais qui se disent... Principe de précaution. Voilà, principe de précaution en quelque sorte. Je vais m'abstenir dans le doute et je vais essayer des régimes alternatifs. Et évidemment, personne ne va leur dire que ces régimes alternatifs comportent aussi souvent des coûts qui sont bien supérieurs à ceux qu'ils croient prendre lorsqu'ils abandonnent par exemple le lait ou le gluten ou toutes sortes d'autres choses. Alors comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a des discours un peu techniques, exprès sans doute pour alimenter. Il y a aussi on entend beaucoup de choses. Je vais vous proposer un petit quiz à tous les trois pour ce qu'on entend le plus souvent dans la rue. Par exemple, le blé n'est pas du tout, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, le blé n'est pas du tout le même qu'il y a 50 ans. C'est pour ça que je suis allergique au gluten. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de choses, Olivier Bernard? En fait, c'est tout à fait juste. Le blé n'est pas le même qui était à la préhistoire. Les gens nous proposent, par exemple, de la diète paléo. Ils nous disent qu'on devrait manger le même blé que nos ancêtres. C'est malheureusement impossible. Puis il n'y a pas juste l'industrie agroalimentaire qui modifie le blé, il y a aussi l'évolution, n'est-ce pas? Donc le blé est une plante qui a probablement changé, qui contient peut-être plus de gluten. Est-ce que c'est une manipulation diabolique de l'industrie? Ça, on ne saurait le dire. Mais ça, c'est déjà une chose qu'on peut faire remarquer aux gens quand même, c'est qu'il y a des non-sens beaucoup dans ce qu'on croit par rapport à, historiquement, qu'est-ce que la nourriture était si avant. vous leur dites oui, effectivement, ça a bien évolué, vous allez... En réalité, sur le plan génétique, la plante a pratiquement pas évolué en termes de gluten. C'est-à-dire que la génétique du gluten ancestral est la même. Que maintenant il y ait des blés qui aient des rendements qui soient différents, c'est tout à fait exact. Bien sûr. C'est d'ailleurs recherché. Qu'on dise qu'on mange plus de gluten qu'avant, c'est tout à fait faux. On en mange de moins en moins. Et donc, ce n'est pas parce qu'on en mange de plus en plus, puisque la source principale du gluten, c'est le pain. Et on mange de moins en moins de pain.
Donc après, il y a peut-être des choses qui peuvent expliquer des sensibilités. Il y a de l'environnement dans la plante qui peuvent être différents, hein, ça c'est sûr. Il y a des modes de transformation au niveau de la boulangerie qui peuvent jouer un rôle. Il y a aussi, parce qu'on cherche toujours un coupable pour n'importe quoi. Et le coupable n'est pas forcément là où on pense. S'il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux, ce n'est pas forcément à cause des aliments qu'il faut rentrer, c'est peut-être parce qu'ils ont une perturbation de leur flore intestinale. Pour des tas d'autres raisons. Et donc, en fait, si vous voulez, on cherche un peu le bouc émissaire, et il est facile d'en trouver un. Et c'est ça, je pense qu'en sociopsychologie, quand vous avez trouvé enfin un coupable, qu'est-ce que vous êtes content. Et donc, vous avez tout misé sur celui-là qui est responsable de tous vos maux. Et comme il y a l'effet nocebo, qui est extraordinaire, cet effet nocebo, bien, vous êtes sûr que c'est ça. Alors, une autre affirmation sur laquelle je voulais que vous réagissiez, notamment pour les kinés et les ostéopathes qui nous regardent, ma consommation de lait est à l'origine de mes douleurs articulaires. On répond quoi, ça? Bon, on répond qu'il n'y a aucune étude qui a montré quelque chose de ce type-là. Les études montrent plutôt l'inverse. D'une part, que les produits laitiers ont un effet biologiquement anti-inflammatoire. D'autre part, que les études sur lait et arthrose montrent plutôt une régression de l'arthrose chez les consommateurs de lait. Et enfin, que sur les maladies inflammatoires chroniques rhumatismales, les études ne montrent pas du tout cela. Alors maintenant, il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait des études qui montrent des choses. Mais dans l'état actuel des connaissances, on n'en voit pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont mieux. Premièrement, ça se peut. Deuxièmement, quand vous changez quelque chose dans votre alimentation, il se passe beaucoup de choses. Troisièmement, quand on vous a dit que cet aliment était mauvais, c'est l'effet nocebo. Puis quatrièmement, moi, dans mon expérience, où j'ai vu beaucoup de gens qui arrêtaient le lait pour des raisons articulaires, au bout de quelques mois, cet effet qui était sans doute en partie, j'allais dire psychosomatique, mais peut-être pas totalement, mais en très grande partie, me semble-t-il, disparaît. Donc, prudence, prudence, prudence. Et surtout, le problème, c'est qu'on va toujours donner des arguments pour des maladies que la médecine a du mal à soigner. Les rhumatismes en particulier. Oui, d'accord. Oui, évidemment. Pas pour les maladies que la médecine sait soigner. Justement, vous parlez des études. Sur les régimes d'exclusion, précisons les dangers que ça peut représenter. Pour une personne qui, évidemment, n'a pas de maladie cœliaque, quel est le risque si elle élimine le gluten alors qu'elle n'a pas de raison? Est-ce que ça présente un risque d'abord? Alors, pour le gluten, la situation est assez simple. Il n'y a pas de grand danger à supprimer le gluten. Simplement, on se complique la vie pour rien, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut déséquilibrer son alimentation, mais on peut aussi tout à fait l'équilibrer. Donc, c'est pas dramatique. Les études sont pas évidentes là-dessus, sauf les gens qui ne savent plus quoi manger, qui ne savent plus sortir en société. Il faut emporter son petit tupperware avec son machin sans gluten, c'est compliqué. Surtout si ça ne sert à rien. D'accord. Un tweet qui nous arrive, que je voulais vous faire commenter. Peut-on guérir des allergies alimentaires diagnostiquées sur la base d'analyses de sang? Quelle est la valeur de ces analyses? Non, les tests, moi je peux parler parce que je vois par chez nous, là, malheureusement, il y a beaucoup de tests qui sont pratiquement frauduleux, malheureusement, des tests d'allergie alimentaire qui sont basés sur, entre autres, les anticorps IgG. Puis malheureusement, on comprend très mal comment ces anticorps-là sont modulés en fonction de l'alimentation. Et puis souvent, les résultats de ces tests-là n'ont aucune valeur. Vous demandez à un médecin allergologue, il va vous dire qu'il ne serait pas capable de conseiller quoi que ce soit sur la base d'un test comme ça. Malheureusement, c'est de plus en plus vendu aux gens et c'est des tests qui coûtent franchement très cher d'ailleurs. Oui, et qui renforcent forcément l'idée de la croyance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un résultat scientifique. Pseudo-scientifique, voilà, pseudo-scientifique, oui. Sur, premièrement, interrogatoire, deuxièmement, des symptômes, parce qu'il faut des symptômes pour qu'il y ait une allergie. Ensuite, il faut des IgE qui soient élevés dans le sang, et puis il faut des tests cutanés. C'est 4 éléments pour le diagnostic d'allergie, mais pas ces tests d'allergie alimentaire qui sont fumeux. Alors, pour le lait, c'est un peu une autre histoire. Vous disiez pour le gluten, donc pas de réel danger avéré pour le moment à l'éliminer, en tout cas. Pour le lait, si on l'élimine évidemment toujours sans raison réelle et sérieuse, est-ce qu'il y a un risque? Professeur Le Cerf? Oui, il y a un risque parce que, d'une part, le lait nous apporte beaucoup de nutriments, mais d'abord, il y a un risque parce que les bénéfices de la consommation de lait par rapport à la non-consommation de lait sont bien avérés. Et dans beaucoup de domaines. Mais
par exemple, en termes de risque, par exemple, en termes de fracture, on va voir à l'écran, il y a des chiffres. Beaucoup d'études ont montré que les gens qui ne consommaient pas de lait, soit parce qu'ils avaient une raison X ou Y, soit parce qu'ils étaient intolérants, avaient un risque accru de fracture par rapport à des gens qui en consommaient ou qui n'étaient pas intolérants au lactose. Donc ça, c'est un risque qui est quand même nettement accru, puisque dans cette étude, par exemple, c'est un risque accru de 33%. Pour l'ensemble des fractures et de 115% pour les fractures des membres inférieurs. Donc c'est quand même beaucoup. Ça, c'est le premier risque. Il y a aussi des risques qui sont très importants et intéressants et émergents. C'est un risque accru de diabète, très net, très augmenté, 30 à 40%. Un risque accru d'hypertension artérielle, très augmenté aussi, 20 à 30%. Un risque également accru de cancer du côlon, puisque les produits laitiers diminuent le risque de cancer du côlon. Et puis un risque également sur la santé musculaire et enfin sur la mortalité cardiovasculaire. Et de ce point de vue-là, il y a des études sur la santé cardiovasculaire qui montrent une réduction d'environ 30% du risque de mortalité cardiovasculaire chez les gens qui consomment des produits par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en consommer de trop. Mais enfin, non, on a un bénéfice voilà, tout à fait. Scientifiquement prouvé, la consommation. Voilà. Ce sont des aliments, si vous voulez, qui ont de multiples effets, pas parfaits. Le lait n'est pas un aliment parfait. D'abord, c'est une grande famille, il y a beaucoup de produits. Il y a le lait, il y a les yaourts, il y a les produits laitiers frais, il y a les fromages. Et puis, ils ont une composition extraordinairement complexe. Donc, le lait n'est pas source uniquement de calcium. Oui, c'est ça. Dans l'imagerie populaire, on pense immédiatement au calcium. Il y a d'autres nutriments. C'est l'aliment le plus complexe qu'on connaisse et pas le plus complet, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le plus complexe en termes de minéraux, calcium, phosphore, zinc, sélénium, iode, très important, vitamine B2, vitamine B12, vitamine A aussi pour certains produits laitiers, protéines bien entendu, et puis des quantités astronomiques d'acides gras extrêmement intéressants et d'autres choses. Olivier Bernard, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce qui n'est pas nécessairement un risque, mais qu'on doit quand même porter attention, c'est quand des gens nous approchent en nous disant « j'ai éliminé certains aliments », malheureusement, on les réfère pas souvent vers un professionnel de la santé qui a une spécialisation là-dedans. Par exemple, une personne qui nous annonce « j'ai décidé de devenir végétarien, vegan, et puis pour des raisons environnementales ou quoi que ce soit », on se doit de respecter ce choix-là. Mais à ce moment-là, on doit aussi s'assurer que l'alimentation demeure équilibrée. Donc à ce moment-là, je crois qu'une personne qui nous annonce « j'ai cessé tel aliment », bien là, à un moment donné, si on respecte son choix, je pense qu'on a aussi la responsabilité de s'assurer que son alimentation reste bonne, parce qu'il y a toujours moyen d'aller chercher les nutriments ailleurs, mais c'est vrai que, comme dans le cas des produits laitiers, par exemple, c'est plus difficile d'aller chercher, par exemple, tout le calcium qu'on a besoin. Puis avec une consultation vers un professionnel, c'est beaucoup plus facile. De voir l'alimentation donc dans son ensemble et pas par ce petit bout de la lorgnette qui risquerait de déséquilibrer tout l'ensemble. C'est ça que vous dites? Tout à fait. D'accord. Un tweet. Et en ce qui concerne l'autisme et l'hyperactivité, est-ce qu'on a des notions, des données scientifiques qui liraient voilà. Il y a toute une série de théories sur autisme et puis caséine. Et donc la protéine du lait et puis gluten aussi. Cette littérature, elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire qu'il y a des fragments de choses intéressantes et puis il y a des gens qui ont tout mis bout à bout et disent on a trouvé pour l'autisme. Franchement, c'est un peu prétentieux. Il n'est pas exclu cependant que pour un petit nombre d'enfants autistes, il y ait des bénéfices mais c'est vraiment un tout petit nombre. Les études sont en faveur de peut-être 2 à 5% d'une suppression partielle ou totale de caséine ou de gluten. On ne sait pas très bien l'origine, mais il se peut que ça soit lié au fait que ce sont des enfants qui sont hypersensibles et qui ont beaucoup de problèmes digestifs pour des tas de raisons. Et ils vont mieux quand ils ont moins de douleurs abdominales, si par hasard ils ont effectivement un problème, soit de côlon irritable, soit de sensibilité particulière ou d'intolérance au lactose. Ça se peut. On voit bien qu'on n'a pas de vérité sur le sujet, la science évolue. Est-ce qu'il y a malgré tout des recommandations officielles sur le sujet, sur la consommation de lait, la consommation à laquelle les gens peuvent se référer? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Le Saff, il y a pas mal de personnes dont on dit ça doit être un expert, mais il doit être vendu à l'industrie ou je ne sais quoi. Donc, beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il y a des recommandations officielles qu'on peut mentionner? Oui, il y a deux types de recommandations officielles. Il y a les recommandations en termes de nutriments, qui sont des recommandations classiques, des apports nutritifs conseillés pour la population française. Mais dans tous les pays du monde,
toutes les recommandations sont quasiment identiques. Pour le calcium, par exemple, entre 800 et 900 mg, par exemple. Il n'y a pas un pays qui ne dit pas ça. L'OMS donne des chiffres qui sont différents, mais qui n'ont pas la même signification en termes de santé publique. Donc, il faut faire attention à ne pas comparer des choses non comparables. Après, il y a des recommandations en termes d'aliments. Et là, le Programme national nutrition santé dit 3 produits laitiers par jour. Eh bien, pour les gens qui ne veulent pas, ne peuvent pas en consommer, eh bien, il y a des conseils à leur donner, effectivement. Il y a des conseils à leur donner. C'est parfois un petit peu difficile quand même, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire le plein de tous les nutriments en supprimant toute une catégorie d'aliments. Très bien.